Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Boukalfa Zaoud. Je suis docteur en informatique et mathématiques appliquées. Je suis chercheur en informatique chez Concerto. Donc, Concerto est une USN de plus de 500 collabs. Et nous sommes présents dans l'échelle nationale à travers de 9 agences. Et du coup, pour cette présentation, donc, je vais vous présenter notre outil Green Tracker, issu d'un projet R&D, fait pour évaluer l'empreinte carbone du site web ou d'une application web. Du coup, pour cette présentation, donc, je vais aborder avec vous ces 3 points. Donc, je vais commencer par contextualiser un petit peu nos travaux, sur quel domaine nous sommes vraiment penchés, et je vais me focaliser sur l'empreinte carbone, où je vais donner un petit aperçu sur un état de l'art pour présenter quelques approches que nous avons identifiées et la problématique que nous avons rencontrée et traitée et la solution que nous avons proposée. Et je vais finir par une petite démo de cet outil. Donc, comme vous le savez, donc pour toute démarche de conception, généralement, on aborde ces 3 points. Il y a la mesure évaluée. Donc là, j'ai mis les 2 termes parce que par rapport à but de langage, donc on utilise généralement, on dit évaluer, mesurer, mais je pense qu'il y a une petite différence entre ces 2 termes. Et ensuite, on va analyser ce qu'on a mesuré et derrière, on va proposer les solutions adéquates et améliorer. Donc nous, on s'est vraiment penché sur cette question-là de mesure ou l'évaluation de l'empreinte d'un site web ou d'une application. Donc qui est vraiment différente par les modèles de l'éco-conception où il faut appliquer les bonnes pratiques et les modèles d'évaluer la sobriété d'un site par rapport aux applications des bonnes pratiques ou pas. Donc nous, on est vraiment penché sur ce premier point de la question de la mesure et d'évaluation. Donc, notre époque, on est confronté à 2 grands défis majeurs qui sont la transition numérique et la transition écologique et la transformation numérique. Donc, il est impératif de évaluer soigneusement les impacts environnementaux. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment éviter de les surestimer ou les sous-estimer. Surestimer, c'est pour ne pas décourager pour ceux qui vont faire, ils veulent réduire leurs impacts, et sous-estimer pour ne pas dire que l'effort est inutile. Et c'est tout l'objet de notre démarche, car on ne peut améliorer ce qui n'est pas correctement évalué. Donc, comme vous le savez tous, c'est une problématique multicritère. Donc, il y a, on évalue ou on mesure l'impact carbone, et on a l'impact sur l'eau et les ressources abiotiques. Donc, travailler sur ces impacts, c'est bien, mais il y a un tas de questions que on se pose et généralement, c'est difficile de trouver des réponses claires et simples. Donc, comment s'en assurer, comment l'évaluer, quel modèle et outil choisir parmi ceux qui existent sur le marché et quel est surtout leur degré de précision. Donc, c'est vraiment une problématique complexe et toujours pas de consensus à notre connaissance de la communauté scientifique sur les critères et les paramètres à évaluer. Donc, pour cette question de l'empreinte carbone, donc on s'est penché sur ce sujet et nous avons identifié 2 types d'approches. Donc, la première, c'est des approches de mesure en temps réel, où leur avantage, c'est une mesure précise. Par contre, elle est plus coûteuse à mettre en œuvre et très gourmande en ressources physiques côté serveur et selon aussi la spécificité de chaque infra. Et on a la deuxième approche qui est basée sur de la modélisation. Son avantage, donc, elle peut englober plusieurs paramètres, et on peut faire des moyennes sur ces paramètres-là, et couvre plusieurs périmètres. Mais l'inconvénient, c'est une approximation de la réalité. Donc, les approches de mesure en temps réel, donc on peut les définir comme des wattmètres logiciels. Donc, quand on les utilise, on parle généralement de la mesure. Et quand on utilise les approches issues de la modélisation, donc c'est une évaluation et donc elle est basée sur un modèle mathématique ou un algorithme. Donc, pour ce qui concerne les approches de mesure en temps réel, donc je peux citer l'outil
Power API développé par l'Université de Lille INRIA, laboratoire de recherche l'INRIA. Donc, c'est un outil open source qui peut mesurer en fait un process côté front ou back et déterminer sa consommation énergétique. Et derrière, on peut convertir en termes de carbone. Il y a l'outil de Green Spector qui n'est pas libre, qui permet aussi de faire de la mesure. Et l'outil que vous connaissez aussi, c'est le Scaphandre. C'est un outil open source, mais il est vraiment focalisé côté back, si je me trompe pas. Et ce qui concerne les approches issues de la modélisation, donc là aussi, on a pu identifier deux types. Il y a ceux on les a définis comme ils s'appuient sur des paramètres techniques, comme le DOM, nombre d'objets dans une page, nombre de requêtes, la taille de la page. Donc le plus connu et le plus ancien, c'est celui de EcoIndex de greenIT.fr. Donc ils ont une extension navigateur et ils ont aussi des outils en ligne de commande. Pardon. Il y a aussi on les a définis comme ils s'appuient sur des paramètres énergétiques ou ils s'appuient sur un seul paramètre qui est la taille de la page. Donc là, on peut citer le OneByte Shift Project où il arrive à déterminer la consommation d'un octet côté utilisateur, réseau et centre de données. Donc là, on a pu déterminer aussi deux outils. Il y en a un de Carbonara Analyzer développé par Shift Project. Il est que sur le Firefox. Donc celui-là, c'est pas pour évaluer seulement la page d'un site web, mais vraiment la navigation de au cours de toute l'utilisation du navigateur. Donc c'est un outil open source, vous pouvez l'utiliser. Et il y a un autre Frugger développé par Digital Forbiter. Et on a deux nouvelles qui nous ont rejoint, qui ont développé cet outil-là, Frugger, qui est pas libre. Il s'appuie pas que sur le OneByte, mais ils utilisent le modèle OneByte. Il y a un autre, c'est une variante du modèle OneByte. Il s'appelle le CO2.js. En fait, c'est un modèle anglais où il y a différents outils qui utilisent ce modèle-là. Donc, je peux citer le website Carbon Calculator. Donc, c'est un outil open source. Les EcoGrider aussi, c'est un outil open source. Et l'EcoCoping, je pense qu'il n'est pas libre. Donc, ces trois outils s'appuient sur le modèle CO2.js et c'est vraiment une variante du modèle OneByte. Aussi, il y a une différence sur les impacts en termes de consommation énergétique de kilowattheure par octet. Il y a une différence de chiffres. Donc, si on prend un exemple, par exemple, si je veux maintenant évaluer notre page de notre site Concerto, et si je prends ces trois modèles avec les outils correspondants, donc je trouve l'empreinte carbone de la page d'accueil du site Concerto qui est différente. Pour l'EcoIndex, je trouve 1,48 avec un score de 76. Avec OneByte, donc si je reste que sur la page et pendant une minute, j'ai 0,01 g CO2, leur outil Carbonara Analyzer ne donne pas de score. Et pour l'éco-gradeur, j'obtiens un résultat de 0,13 avec un score de 93. Donc là, vraiment, il y a un écart important entre les résultats obtenus. Donc, je pense que c'est dû au choix et des hypothèses et paramètres de chaque modèle. Mais le problème, c'est que, donc, en tant que client, quel modèle je vais choisir, quel modèle qui surestime ou sous-estime, et surtout, quel est le degré de précision de chaque modèle. Donc, à notre connaissance, il n'y a pas de méthode ou outil qui permet d'évaluer déjà ces modèles existants et les outils correspondants. Donc, c'est là où on a pu commencer notre projet R&D. C'est à partir de ces questions pour chercher des réponses. Donc, ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est que on a pris l'outil Power API qui est open source et on a pris ces deux modèles d'évaluation, l'EcoIndex et le OneByte. Donc, sur une base de top 1 million des sites web les plus visités au monde, donc on cherche à
faire de la mesure sur ces différents sites et on considère ce qu'on obtient à partir de Power API comme mesure de référence. Et derrière, on fait la même chose sur la même base des top 1 million des sites web. On fait l'évaluation avec ces différents modèles et on essaie de calculer le gap entre l'évaluation et la mesure. Donc, on cherche à déterminer la distance entre ces différents, en considérant bien sûr la mesure obtenue ou les résultats obtenus par l'outil Power API comme mesure de référence. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail du modèle, etc. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vais répondre, ou bien dans le chantier modélisation. S'il faut refaire une autre présentation, plus dans le détail sur la méthode, c'est avec plaisir. Donc, c'est vrai, il y a une différence entre les modèles. Donc, le OneByte, il s'appuie sur la taille de la page et il détermine la consommation énergétique d'un octet sur les trois compartiments, l'utilisateur, le réseau et le centre de données. Et par contre, pour l'EcoIndex, il s'appuie sur le nombre de requêtes, la taille de la page, mais ils ont le même objectif, c'est-à-dire de déterminer l'impact carbone d'un site web, d'une page web, si on veut être précis. Donc à partir de là, donc on a pu dégager notre propre modèle en considérant deux paramètres, c'est la taille de la page et le nombre de requêtes. Pour le DOM, on a constaté que la corrélation elle n'est pas vraiment importante. Je ne dis pas qu'avec le DOM, il n'y a pas d'impact, mais c'est pas lui qui est vraiment impactant si on les compare par rapport à la taille et le nombre de requêtes, surtout le nombre de requêtes. À chaque fois qu'on fait une manipulation sur le site, on le voit côté back. Donc, on a considéré ces deux paramètres et derrière, on a refait la comparaison, toujours en considérant les résultats obtenus par le Power API comme mesure de référence. Donc, voici les résultats obtenus et qui a été soumis dans une conférence internationale au Japon dans l'ICSD. Donc là, c'est pas ces chiffres-là ou ces résultats-là, c'est pas pour dire qu'on est meilleur, loin de là. C'est juste pour dire que c'est bien de comparer et donner, si on développe un modèle, de donner son degré de précision. Donc, et par rapport à notre base d'études et par rapport aux hypothèses qu'on a fixées au préalable de l'étude, donc on obtient ces résultats-là. Donc, on a par exemple pour le modèle de Green IT, il surestime en moyenne de 40% les résultats. Pour le Shift, le modèle OneByte, il sous-estime. Et puisque nous, on s'est appuyé sur cette mesure de référence trouvée par la Power API, donc on a pu dégager un modèle qui sous-estime un petit peu les résultats avec un taux de 1%. Donc, je vais passer pour nos outils. Donc, on a développé 12 outils. Donc, l'outil extension navigateur sur Chrome. Donc, l'objectif de cet outil, c'est une porte d'entrée pour faire de l'évaluation qui sera avec un modèle qui sera proche de la réalité. Et derrière, on a un autre outil en ligne de commande. Et celui-là, il est un petit peu plus avancé par rapport à l'extension. Et là, on n'analyse pas seulement l'impact carbone, mais on va au-delà, c'est analyser la performance et tout ce qui est social. C'est pour englober la thématique du numérique responsable, analyser tout ce qui est accessibilité, sécurité, etc. Donc, pour l'extension, c'est au moins de donner un outil pour le grand public et même pour les devs pour avoir une première aperçu. Mais après, derrière, il faudrait cet outil-là en ligne de commande pour avoir une analyse plus approfondie. Pour quelle page, je crois qu'il y a une question. Oui. Oui, c'était juste, on se demandait dans le chat sur la slide précédente où tu faisais un comparatif entre Green IT, entre EcoIndex et un autre outil et Green Tracker. C'était quoi l'indicateur?
Elle correspondait à quoi cette comparaison? La comparaison, c'est quand on compare les résultats obtenus par l'éco-index, c'est-à-dire je prends une page web, je vais l'évaluer avec l'éco-index. Si je le compare par rapport au résultat obtenu par le Power API, quel est le gap que je trouve? Et donc, à partir de là, donc, si je fais sur un échantillon de sites web, je calcule la moyenne. Donc, c'est une moyenne de taux de gap, le gap moyen de toutes les URL que j'ai analysées. Je ne sais pas Et, si c'est ça la question ou pas. est-ce que du coup tu pourrais préciser un peu le mode opératoire? Comment tu compares des données Power API qui sont au niveau du serveur ou alors Oui, de l'ordinateur client par rapport à un outil qui fait une évaluation sur le DOM et oui. Donc, du coup, puisque l'éco-index, donc il s'appuie sur trois paramètres. Donc le DOM, tout ce qui est côté utilisateur, il a un impact 3 fois plus que le nombre de requêtes et, et 3 fois plus la taille et 2 fois plus, je crois, le nombre de requêtes. Donc tout ce qui est DOM, c'est considéré côté utilisateur. La taille, c'est tout ce qui passe par le réseau. Et côté serveur, c'est le nombre de requêtes. Donc, ce qu'on a fait pour le Power API, c'est-à-dire on prend un navigateur, on le lance, on prend la mesure de cet navigateur en l'ouvrant avec l'URL que je veux analyser, mais derrière, il y a une petite, euh, une petite mesure qu'on a fait au préalable, mais malheureusement, je ne peux pas accéder à, aux spécificités de chaque site. Donc, ce qu'on a fait, puisqu'on a 67% des sites sont développés par WordPress, donc on prend un environnement de WordPress, c'est-à-dire euh, le serveur web, on prend une base de données et et le langage de WordPress qui est PHP. Donc, on fait, chaque fois qu'on ouvre l'URL, on mesure quelle est son attaque. Donc, je fais une simulation déjà et je prends ces mesures-là. Donc, j'ai englobé, donc, côté utilisateur, c'est ce qui ouvre le navigateur. Côté réseau, donc, je suis le PID, mais là aussi, j'ai pas tous les détails, mais on prend donc une mesure par rapport à ce qu'on a. Et des fois, on calcule le nombre de rebonds, etc. Mais j'ai pas tous les détails. Donc ça, c'est aussi à creuser et trouver une méthode plus précise pour aller chercher vraiment où a été le cheminement pour avoir une réponse. Et côté serveur, donc je prends la mesure du langage, je prends la mesure de la base de données, et avec le Power API, on peut le voir, hein. Dès que je fais un truc sur la page web, je peux voir qu'il y a des pics sur les trois blocs qu'on suit pour faire cette mesure. Et derrière, donc, je prends ce qui m'a donné le modèle EcoIndex comme résultat et je compare par rapport à ce qu'il m'a donné le Power API. Donc voilà à peu près comment on a fait et la comment comparaison. d'accord. Et comment, parce qu'en fait, il me semble que EcoIndex inclut une estimation sur la fabrication de l'infrastructure. Oui, oui, Et s'il est inclus dans le modèle, moi je ne l'ai pas vu dans le modèle. Donc je dans le parle sous le modèle, contrôle des autres, hein, parce que moi, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais il me semblait que oui. c'était ce qui était dit dans le chat. Et du coup, Euh, ouais, enfin, je voulais me demander si vous aviez essayé de transposer ça sur l'évaluation que vous faisiez avec Power API pour l'usage. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était prévu pour la fabrication pour avoir quelque chose de comparable avec EcoIndex? euh, Là, moi, ce qu'on a pris, c'est on a pris en fait, le modèle comme il est, même il est à jour. Donc, je me place sur la page et j'analyse. Donc, est-ce que à l'intérieur du modèle, à ma connaissance, il n'y a pas une intégration de, peut-être c'est dans le modèle quand ils ont fait l'étude pour développer ce modèle-là, il y avait dans leur calcul cette partie-là de la fabrication.
Mais dans le modèle, on a un modèle pour calculer l'impact carbone qui s'appuie sur des quantiles sur le DOM et la taille et le nombre de requêtes. Donc moi j'ai pris le modèle comme il est en fait. S'il y a quelque chose d'autre qui a été développé qu'il faut qu'on le rajoute dans le propre dans l'éco-index, c'est le but aussi de cette présentation pour aller un petit peu refaire cette étude-là et même intégrer aussi d'autres modèles s'ils existent. En fait, moi, vraiment, l'objectif, c'est d'ici au mois de comparer pour toujours sortir un modèle qui sera proche un petit peu de la réalité. Et donc, voilà l'objectif principal de cette étude. Je ne sais pas Ouais, ce que j'ai répondu ou pas. la question, c'était sur la mesure de référence. Oui. Parce que Power API, ça va te donner des données, enfin, ça te permettra de fabriquer des chiffres sur l'usage. Et la question, c'était est-ce qu'il y avait quelque chose sur la fabrication dans la Pour le mesure de référence. Ah non, non, ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Et c'est l'objet aussi de vous rejoindre. C'est pour intégrer tout ce que vous avez fait, que ce soit pour les différents outils que vous avez développés. Si on peut aussi comparer, si on rajoute aussi tout ce qui est fabrication et avoir toute la base que vous avez mis en place, aussi pour comparer aussi ces différents outils. Moi, moi par exemple, j'aimerais bien comparer Power API aux résultats de GreenSpector et pourquoi pas par rapport aux outils que vous avez développés et aussi trouver quel est l'outil de mesure qui se rapproche vraiment de la réalité. Pour aussi rentrer dans le détail, le Power API, donc il s'appuie sur le rappel du processeur. Et derrière, il y a une modélisation. Donc, on utilise le SmartWatt de Power API. Il y a une modélisation pour donner la consommation énergétique d'un process. Donc là aussi, il y a un petit peu, on parle de mesure, mais il y a un petit truc d'évaluation. Donc, il faut creuser aussi sur ces outils-là. Mais oui, si on peut rajouter tout ce qui est côté de fabrication, pourquoi pas. Mais là, par rapport aux hypothèses qu'on a mis en place, c'est que si on prend un navigateur, c'est comme si je le pèse. Je pense à sa consommation énergétique. Mais après, est-ce que en rajoutant tout ce qui est fabrication, et là encore pour la fabrication des matériaux, par exemple d'un PC, c'est vrai, à la fabrication ça coûte cher, mais si le PC il est rentabilisé, est-ce qu'il faudrait dans la mesure inclure seulement l'impact lors de la fabrication, ou bien dire que le fait un PC peut durer maintenant 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, donc son impact va être moindre, je pense. Donc voilà, il y a aussi pas mal de questions on n'a pas de réponse, mais si vous avez des réponses, c'est avec plaisir qu'on pourra échanger là-dessus. Il y a d'autres questions où je peux enchaîner, je sais pas comment ça. Parce que là, j'arrive. Je peux me permettre sur le sujet. Oui. En fait, alors déjà, merci. Et Ouais. en particulier de l'état de l'art avec comment dire, l'arbre que tu nous as présenté, c'était vraiment une belle manière de voir, je pense, les différentes sortes de mesures, de modélisation, etc. Et ça a permis de faire un, un retour, un petit peu un rappel pour tout le monde. Oui. Je pense en fait, dans la manière dont tu le présentes, le fait de dire que c'est une empreinte carbone, pour moi, ça peut pas être une empreinte carbone parce qu'une empreinte carbone, ça comprend l'ensemble du cycle de vie du site internet. Donc ça comprend aussi une part finalement de la fabrication des terminaux, des serveurs, etc. Donc alors il y en a plein d'autres qui appellent aussi empreinte carbone ce qui n'est pas empreinte carbone. Par contre, c'est tout à fait une empreinte carbone de l'électricité consommée pour un site internet. Et là, en étant un petit peu plus précis, Oui. en fait, le modèle est bon en soi. Il y a, même si
je pense que je m'avance peut-être un peu, mais on pousse beaucoup chez Boavista le fait de voir un modèle multicritère et pas uniquement électricité et pas uniquement carbone évidemment, mais même sur l'ensemble du cycle de vie. Donc effectivement, l'ajout de la partie fabrication, fin de vie, etc. va être vraiment intéressante. Après, j'imagine que d'autres collègues veulent peut-être apporter des précisions un petit peu plus techniques, mais juste pour ça, le fait de préciser que c'est une empreinte carbone de l'électricité du site web, ça permet d'être voilà, tout à fait juste et de pas avoir des retours sur la fabrication, peut-être le temps de faire évoluer aussi votre modèle. D'accord. Oui, je suis entièrement d'accord aussi. Même il y a une petite aussi différence quand on parle d'empreinte et d'impact. Là, je suis aussi d'accord. Oui, ça c'est pour le côté fabrication, nous avons pensé, mais aussi voilà, c'est la question, est-ce que inclure l'impact, tout ce qui est, si on parle de cycle de vie, est-ce qu'on dans les modèles il faut mettre l'impact, seulement l'impact à la fabrication ou bien l'impact de tout son cycle de vie. Pour moi, donc, quand on le fabrique, il est très très impactant. Mais si un utilisateur, on va prendre un échantillon d'individus utilise leur PC d'une moyenne de 5 ans, est-ce que cet impact va être moindre? Donc, moi, j'ai pas de réponse, mais si vous avez une réponse, je suis preneur. Déjà pour en donner un petit peu de démarrage, il y a les données qui sont de mégaoctets qui sont dans la base ADEME, qui sont accessibles à tout le monde et qui peuvent montrer la précision du coup de combien de kilos carbone à chaque fois carbone équivalent on impacte suivant l'étape du cycle de vie. Et puis après, il y a toute la partie Boavista API avec le Data Vista où on peut voir aussi en précisant par exemple la durée de vie de l'ordinateur. Mais disons que là, si tu n'as pas d'autres informations en fait sur de la part de l'utilisateur, ça peut être intéressant de prendre pour le moment une donnée générique. Oui. Et ouais, David, peut-être, Ouais. si tu veux apporter plus de précision, je pense que. Non, c'était précis. Ouais. Du coup, c'est pour ça, moi, voilà, je suis vraiment impatient de travailler sur ces outils-là. Donc, voilà, c'est le but et l'objectif de vous rejoindre aussi, c'est d'aller aussi creuser encore un peu plus. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Donc pour faire un récap, en gros, EcoIndex est basé sur une ACV de 2014 qu'on n'a jamais vue. Mais bon, a priori, ça veut dire qu'il y a une allocation de, je sais pas, je dirais entre 60 et 80% de la fab des équipements, de la fabrication des équipements. Sur OneByte, il n'y a pas de fabrication, c'est que de l'usage. Et sur CO2.js, il y a 19% de code part en fabrication. Après ça, les périmètres. Ouais. Oui, je suis d'accord. Donc voilà, donc oui. Le 19% de code part, pardon, c'est quoi? C'est 19% de la consommation liée à l'électricité, enfin, des émissions pardon, liées à l'électricité qui sont ajoutées en plus pour tenir compte de la fabrication. Non, en fait, CO2.js, c'est un facteur d'allocation à partir de chiffres macro. Et c'est basé sur du Android 2020. En gros, c'est dire que aujourd'hui, un gigaoctet, si ça fait 1 kWh, il y a 18% qui est en usage réparti entre les trois pôles et 19% de la fabrication répartie entre les trois pôles. C'est juste vraiment c'est une approche, c'est un facteur d'allocation issu de la vision la plus macro possible. Ok, merci beaucoup. Merci pour la précision.
Je sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat, mais j'arrive pas à me retrouver s'il y a d'autres questions ou je vais enchaîner. Je pense que tu peux terminer, tu peux continuer Book Alpha, il y aura peut-être des questions à la fin. Oui, donc j'étais où? Oui, donc j'étais sur le Green Tracker. Donc là, je vais vous présenter un petit peu notre extension. Et donc l'extension, elle est simple, automatisée, donc elle est simple à installer. Maintenant, elle est que sur le navigateur Chrome. Il y aura une autre version sur le Firefox, mais elle est toujours en cours de développement. On utilise, elle est dynamique, donc on utilise les données fournies par le CO2 signal de l'électricité MAP pour récupérer l'intensité de carbone de chaque pays, c'est-à-dire en cherchant la localisation du site et derrière on prend l'intensité du pays où il est hébergé le site. Donc ça, c'est pour ce côté dynamique. Donc elle est temporelle, donc on peut fournir un historique, un profil journalier, une plage horaire, et elle est optionnelle. On peut faire du auto-scroll et un parcours utilisateur. Donc si vous analysez avec le Grid Tracker, donc vous aurez un score sur 10 grades allant de A+ à F et un score sur 100 comme les autres modèles. Et ensuite, vous aurez un résultat en termes de grammes CO2 équivalent et avec les équivalences correspondantes en termes de chargement de smartphone et nombre de kilomètres en voiture, par exemple, et selon le nombre de visites. Ici, vous aurez les résultats de où le site est hébergé, son intensité carbone, la taille de la page et le nombre de requêtes interrogées à l'instant où vous avez lancé votre analyse. Et du coup, si l'hébergeur de site a utilisé un VPN ou l'API IP Info ne renvoie pas la bonne adresse, donc on vous donne le choix de sélectionner la zone que vous voulez en termes où il héberge le site ou bien où vous utilisez votre connexion et vous aurez un profil journalier jusqu'à l'heure où vous avez lancé votre analyse. Donc, pour le profil, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est bien de voir que peu importe la variation de l'intensité carbone où le site est hébergé, où vous utilisez votre site, c'est bien que le site reste en vert. C'est là où on peut dire que le site il est moins impactant que si l'intensité varie et le score varie. Donc là, il faut voir à quel moment ça pose problème. Et derrière, on peut tirer pas mal de conclusions pour améliorer. Donc, je vais aller faire une petite démo. Par exemple, je vais analyser notre site, la page d'accueil. Donc, je vais me placer sur notre outil. Donc, je démarre l'analyse. Donc, j'aurai un score par rapport à l'intensité carbone actuelle. En France, elle est de 43 grammes CO2 équivalent par kilowattheure. Et j'ai un JS de 0,16 grammes CO2. Donc, notre site, il est vraiment hébergé à Strasbourg. Voici le profil que nous avons jusqu'à maintenant. Et là, ici, j'ai chargé que 13 requêtes, mais si je scrolle jusqu'à la fin, et si je relance mon analyse, donc je suis pas vraiment à A+, je suis vraiment à A avec un JS de 0,33. Maintenant, si je veux simuler, par exemple, si mon site il est hébergé, en Allemagne, par exemple, là, j'ai un petit bug comme par hasard.
Je ne sais pas pourquoi j'ai ce petit bug par hasard. Et je ne sais pas par rapport à le partage ou pas, mais j'aurais sélectionné la zone où je veux et je vais constater par exemple que mon score va se détériorer parce que par exemple en Allemagne leur production d'énergie elle est en carbone et du coup l'impact va être plus important que si je l'héberge en France. Je sais pas pourquoi ça plante. Euh, je sais pas ce que c'est par rapport à quand je fais le partage de la connexion ou pas, mais je sais pas pourquoi. Ça marche bien. Malheureusement, ça veut pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ce serait pas à cause de la popine qui a l'exécution de Peut-être, l'IS. peut-être. Ouais, je viens de faire des simulations, mais peut-être c'est par rapport au partage de. Si je arrête le partage, je vais tester si juste est-ce que ça marche en arrêtant le partage et je repartage. Oui, du coup, vraiment, dès que j'ai arrêté le partage, ça fonctionne. Donc, je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi avec ce partage ça ne marche pas. Croyez-moi, je viens de le tester en arrêtant le partage, ça marche, mais apparemment avec le partage, j'arrive pas. Ah, c'est bon, autant pour moi. Donc voilà. Donc du coup, si je sélectionne l'Allemagne, donc j'étais là 13, donc si je scroll, je serai à 27, mais si je fais une simulation avec 13 requêtes, et si je dis mon site il est hébergé en Allemagne, donc je passe de A+ à B+, et si je l'utilise aussi, je suis en Allemagne, donc ça va se détériorer encore. Donc je passe de B+ à C+. Donc là aussi, pour montrer que le lieu d'hébergement, il est important, et pour faire toutes les différentes simulations. Donc on peut enregistrer notre évaluation, on peut voir l'historique, on peut l'exporter, donc tout ce qui facilite après pour l'analyse en .csv, etc. Et je peux réinitialiser. Donc on peut faire du scroll manuellement, mais si on se penche un petit peu sur le côté accessibility, si on veut être précis sur le nombre de pixels à scroller, donc je peux choisir le nombre d'étapes à scroller, par exemple sur 1000 pixels en 2 étapes, et l'intervalle de temps entre chaque scroll. Donc là, il scrolle automatiquement et il me donne, voilà, par rapport à ce scroll, j'ai fait 18 requêtes et voici la taille et il vous donne aussi le score. Et pour le parcours utilisateur, donc au lieu d'aller dans chaque page, donc je peux démarrer un parcours et je vais faire ma navigation par exemple sur le site. C'est pas la peine d'aller dans chaque page et il vous donne derrière tout l'historique de votre parcours utilisateur. Et là, on vous donne aussi les détails côté data center, côté réseau, côté utilisateur et le JS total avec le score et le grade. Donc voilà pour cette petite démo. Donc je vais finir là. Donc l'impact de l'eau et les ressources abiotiques sont toujours en cours de modélisation et on travaille aussi sur cette question de multicritères. Il y a un autre modèle basé sur de l'IA, on essaye de dégager, puisqu'on a une base de référence, si on la considère comme base de référence trouvée par Power API, donc derrière on peut supposer les paramètres qui sont impactants et derrière on peut dégager un modèle IA avec les modèles de machine learning. Et voilà, l'intégration au réseau de Boa Vista, c'est un petit peu pour avoir vos retours et aussi aller corriger ce qu'il y a à corriger ou bien améliorer ce qui est amélioré ou mutualiser les efforts pour sortir au moins des outils qui seront déjà
accessible pour tout le monde et en même temps être que ce soit dans l'évaluation de la mesure la plus précise possible. Donc, je tiens à vous remercier pour votre attention et si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir que je vais répondre. Il y a une question de Youn. Youn, je pense que tu peux prendre la parole direct. Hein. Oui, d'accord, je voulais être poli pour une fois. J'ai dû dire trop de bêtises dans le chat, mais il y avait une slide qui était dédiée sur la méthodologie de calcul ou pas? Parce que j'ai pas le souvenir. C'est celle-là. Oui, non, mais ok, mais pour votre indicateur, qu'est-ce que vous avez utilisé? Vous disiez taille de la page, nombre de requêtes, mais est-ce que tu peux dévoiler l'équation ou tu n'as pas le droit? Je peux dévoiler l'équation. Bon, moi, j'ai pas mis les équations ici. Je me disais, dans le chantier méthodologie, on peut discuter que ce soit sur ce modèle-là ou sur le modèle IA. Pour divulguer, donc il y a ici notre Te mets pas en risque par rapport à ta société. Oui, voilà. Donc il y a le responsable pour ça. Donc il est là, s'il peut intervenir, c'est mieux de s'il arrive. C'est lui qui va répondre, c'est encore mieux. S'il est là, Benoît ou Lionel, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez intervenir ou pas. Bonjour à tous. Moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est plus avec Lionel qu'il faut voir ça, Bookalfa. D'accord. Après, pour moi, l'idée est d'être le plus transparent possible pour partager justement avec les autres experts de Boa Vista. Mais à mon sens, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense que dans les ateliers, tu seras amené à exposer ça. Lionel va prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, en fait, on a intégré Boa Vista pour ça, en fait, hein, pour pas dire justement, en fait, voilà ce qu'on fait dans notre coin et on en avait aussi un petit peu assez de travailler juste dans notre coin. C'était aussi de se mettre en danger sur ce qu'on fait et comment on peut améliorer les choses. Donc, mais on est complètement transparent sur ce qu'on fait. On est sûr que c'est perfectible. Par contre, je voudrais juste préciser aussi quelque chose dans le contexte dans lequel on l'a fait. C'est que nous, on est une ESN et en fait, on fait de la création de sites web et d'applications. Et ce qu'on voulait surtout, c'est de se dire, en fait, on va donner un outil pédagogique à nos équipes de développement pour qu'ils puissent mesurer et constater l'impact de ce qu'ils font au moment où ils le font, pour savoir, en fait, en cas de dégradation, si les méthodes utilisées ou les concepts utilisés sont les bons ou pas. Donc, c'est effectivement, on ne fait pas d'empreinte carbone sur tout le cycle de vie. En fait, on le fait principalement sur les critères sur lesquels on peut intervenir dans la réalisation de nos produits. Donc, c'était ça qu'on voulait faire au début. Donc, effectivement, ça prend un peu plus d'ampleur parce qu'on s'est aussi pris au jeu et en fait, et on trouve le sujet hyper intéressant. Mais par contre, on n'a certainement pas la pertinence de le faire seul sur la totalité du périmètre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on intègre en fait Boa Vista. Mais de toute manière, oui, on sera complètement transparent en fait sur la manière dont on l'a fait. Oui. Ok, petit complément, je ne sais pas si vous pourrez le montrer maintenant ou pas. Sur WordPress, pour mettre les mains un peu trop tous les jours dedans, je vous conseille de mettre le Builder Elementor, qui est le builder le plus répandu en termes de machin, et il sera aussi plus attentif en termes de DOM et en termes de requêtes. Il fait bien ramer les navigateurs. C'est pas le plus optimal du marché, mais c'est le plus répandu. Donc ça sera le plus représentatif du web de contenu. D'accord. Le Vanilla WordPress, c'est pas si fréquent que ça en fait. Oui. Oui, Lionel, tu peux enchaîner. Non, vas-y. Du coup, même pour cette partie-là, on voulait aussi, c'est toujours en cours, de faire la distinction entre les web de contenu, les réseaux, etc. Et ça, je pense que l'IA va bien le faire, puisque si on a une bonne base pour mesurer, on peut catégoriser ces différents types de sites. Le seul inconvénient, c'est que, par exemple, moi, ce que j'ai rencontré avec le Power API, déjà, on fait la mesure sur un URL 3 fois pour avoir une moyenne, parce que c'est
c'est cohérent ou pas. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, du coup, sur une base de 1 million et aller faire déjà le pré-processing, etc. Donc, il y a vraiment un travail là-dessus qui est vraiment indépendant pour faire cette mesure ou cette évaluation. Et déjà, ça, c'est une autre problématique. Donc, je pourrais en parler dans une autre présentation, mais pour moi, genre, si vous pouvez nous aider là-dessus aussi, c'est vraiment pertinent pour nous. Et justement, là, sur la partie application web, parce que moi, j'ai vraiment séparé la partie web Oui. de produit application web. Sur l'application web, on va commencer les travaux méthodologiques avec Vincent De Villers et d'autres personnes. Donc, les invités. Oui. Non, c'est en fait, j'étais vraiment quand nous avons intégré Boavista, normalement, je suis intégré pour contribuer. Mais voilà, pour faire sortir un petit peu, aller venir présenter au moins quelque chose pour vous, pour qu'on puisse échanger. Et c'est aussi avec plaisir que je viendrai pour contribuer aussi pour corriger ce qui a été mal fait, quoi. Merci. Merci à toi. Ouais, donc, si je peux juste préciser un point donc, sur effectivement le fait de pouvoir simuler dans d'autres pays, c'était aussi dans l'objectif en fait des multinationales qui pourraient avoir des data centers. Parce qu'en fait, le coût énergétique enfin, le coût carbone en fait de la production d'énergie n'est pas le même dans chaque pays, mais même à l'intérieur d'un pays, en fait, il y a une variation qui est assez importante, même au cours de la même journée. Et en fait, c'est aussi de pouvoir leur donner des éléments pour leur dire que peut-être qu'à certaines périodes de la journée ou de l'année, il est préférable d'héberger leur site ou leurs applications dans tel ou tel pays quand ils ont le choix. Et c'est vraiment de donner des éléments de réponse et de décision. C'est pas que de la mesure. On l'a vraiment voulu et engagé dans un rôle pédagogique en tout cas. Je peux poser ma question? Oui. Bien sûr. Et en tout cas, oui, c'est une très bonne initiative, je pense, Lionel, de permettre la variabilité sur à la fois la localisation et l'intensité carbone en fonction de l'heure de la journée. Donc c'est top, merci pour la présentation et bravo pour le travail effectué. Moi j'avais une question qui peut se transformer en suggestion. Est-ce que vous aviez identifié l'extension Firefox qui s'appelle, je crois que c'est Performance, ça doit être Performance. Et c'est une extension de Mozilla. Et ça vous donne, en fait, ça donne un détail extrêmement fin de la consommation d'énergie par onglet et voire par composant. C'est-à-dire que dans un même onglet, ça peut vous donner la consommation d'énergie associée au moteur, associée aux extensions, associée à le rendu graphique de la page, associé au DOM, associé à tout un tas de choses. Ça peut vous donner la consommation par script.js qui est lancé en arrière-plan. Et donc en fait cette extension, elle est open source, elle vous permet de générer des rapports de perf et des rapports de conso en format standard. Ça vous sort des fichiers lisibles programmatiquement. Et donc première question, est-ce que vous l'avez identifié? Et le corollaire de ça, c'est est-ce que ça aurait pas un intérêt pour vous de l'intégrer dans votre extension qui va faire plus de choses, qui derrière va essayer d'obtenir de l'intensité carbone et de faire des calculs, sachant que là vous auriez une source de mesure on va dire de données d'usage qui est hyper précise et hyper fiable, enfin en tout cas a priori. Non, moi j'ai pas connaissance sur cette extension-là de performance. Oui, c'est vraiment intéressant. Et nous, ce que nous avons constaté, qu'il y a une différence entre si on utilise l'impact avec par exemple Chrome et Firefox, même si je le mesure avec du Power API. Hein. Donc si je lance que le navigateur sans interagir avec une URL ou l'ouvrir avec une URL,
il y a une différence déjà entre la performance du navigateur. Oui, c'est très intéressant. C'est ce que je vais faire alors. Donc, je vais me pencher sur cette question-là. Merci d'ailleurs. Donc, ça, non, j'ai pas su qu'il y a cette extension-là. Mais effectivement, ça peut enrichir notre extension. Mais si on le fait, est-ce que ça va s'appliquer sur Chromium ou pas? Alors non, je crois bien que c'est une extension de Mozilla, hein, donc c'est vraiment 100% Ah, pour Firefox. d'accord. Ok. Mais justement, c'est un des rares trucs sur lesquels Firefox est en avance sur Chrome, quoi. D'accord. Ok. Ben, je vais regarder. Merci. Donc après, il y a un dernier point en fait sur lequel on a travaillé et on continue à travailler, c'est sur la partie expérience utilisateur parce que en fait, il y a effectivement toutes les mesures qu'on peut faire et visiblement l'extension de Firefox donc, va plutôt dans ce sens, c'est de se dire en fait comment analyser chaque composant, en fait chaque page. Ce qui est important, c'est aussi de voir comment l'utilisateur va parcourir le site de manière indépendante. Et ça, c'est un gros travail aussi avec la partie UX de la création. C'est de manière indépendante comment on va gérer le parcours utilisateur et comment on peut l'optimiser. En fait, il y a plein de choses à faire sur un site web et tout n'est pas que technique. Il y a aussi donc toute la partie comportement des utilisateurs sur le site et les applications qui vont aussi pouvoir être impactants et sur lesquels on peut travailler pour optimiser. Ouais. Je suis en train de lire quelques questions. J'espère que je vais pas zapper une. Donc là, c'est une question de Christopher Clouseau. L'estimation électrique serveur dans d'autres pays est à l'instant réel donné ou bien une moyenne mensuelle annuelle? C'est à l'instant réel, c'est celle qui est fournie par Electricity Map. Donc c'est vraiment à l'instant réel. Mais après, nous, puisqu'on vous donne l'historique, donc vous pouvez calculer la moyenne annuelle ou mensuelle. Ça, c'est faisable. Je ne sais pas ce que c'est ça la question. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je me permets juste d'intervenir, Franck, sur ces points-là, puisque c'est vraiment un des gros enjeux européens des opérateurs hyperscalers, c'est de se détacher du mix électrique et de gérer leur propre mix électrique, de le gérer de manière contractuelle par certificat ou PPA, voire de manière physique avec tous les derniers centres qui mettent des générateurs qui vont tourner l'hiver et qui éventuellement vont même tourner plus souvent que par an. Donc il faut se préparer aussi à devoir gérer à tout le monde en termes de discours ces positionnements d'opérateurs. D'accord. Ok. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? J'espère que j'ai pas zappé. Donc il y a une question de Emmanuel. Si site web développé avec plateforme no-code, exemple WordPress.com, oui. Ici l'hébergement est chez Cloud Provider. Ici l'accusation n'est pas connue car donnée par le prestataire. Et voilà, donc s'il y a pas, si la localisation n'est pas donnée, donc vous pouvez simuler. Donc vous sélectionnez dans les différentes zones, vous dites que voilà, mon site il est hébergé à tel endroit. En fait, il faut savoir aussi que l'API Electricity Map, elle fournit des données par zone. Donc il y a 210 zones, donc il y a pas mal de pays où on n'a pas de données. Donc pour ça, on donne malheureusement une moyenne globale. Mais pour ceux qu'on a des données, on donne des données fournies par l'API d'Electricity Map. Donc il y a l'API Electricity Map, il y a une partie qui est payante, il y a une partie qui est gratuite. Donc nous on exploite celle qui est gratuite, mais celle
payante, il y a plus de données, je pense. Et j'avais une petite dernière question à l'oral, moi, pour Oui. le diagramme où il y avait 1%, moins 41 et 30%, Oui. c'est sur combien de mesures et sur combien de sites web? En fait, pour l'étude, on l'a fait sur le top 100 et là, j'ai des résultats sur 10 000. Et maintenant, parce que ce que j'ai abordé tout à l'heure, je disais qu'il y a cette problématique pour aller mesurer avec du Power API parce que on fait une mesure, 3 mesures pour une URL. Donc, avec Power API, donc ça, et je vais présenter ça dans le détail et il y aura aucun problème. Et vous aurez accès à tous ces résultats-là. Donc, j'ouvre un navigateur et je le referme. Donc, je prends la mesure, je le referme, je supprime le sous-groupe, etc. Donc, c'est vraiment, donc, pour une mesure, généralement, ça prend entre, 2 à 3 minutes. On a essayé d'optimiser, etc. Mais vraiment, ça, c'est problématique. Donc, j'aimerais bien l'exposer. Comme ça, si vous avez d'autres solutions pour avoir Et donc ces la mesures. variabilité côté serveur se fait par rapport à la localisation du data center. Oui, c'est ça. Oui. Ok. Donc, du coup, les résultats de l'étude, ils étaient sur le top 100, mais après, on les a enrichis au fur et à mesure quand j'obtenais des résultats. Et même pour le modèle de l'IA, donc pour l'apprentissage et tout, donc c'est vraiment, on a attaqué un petit peu un grand chantier et c'est selon les résultats qu'on obtient, comment on les traite, etc. Donc on peut dire que sur une base de 10 000, peut-être c'est pas significatif, mais au moins on a un aperçu. Donc voilà. Et ces résultats-là sont vraiment critiquables, donc peut-être on peut obtenir d'autres résultats. C'est juste, moi l'objectif c'est de montrer cette méthode-là et cette solution et quels sont les retours. Donc il n'est pas l'objectif de dire que voilà, on est meilleur ou ce 1% ou 40%, c'est selon les hypothèses qu'on a fixées et euh, selon l'environnement de l'étude aussi. Que moi je rajouterais juste du coup les niveaux d'incertitude à la fois de mesure et à la fois de variabilité sur les sites web pour compléter. Oui. Ça... Oui, je suis d'accord. Merci et merci pour la présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Je sais pas ce que j'ai répondu à toutes les questions, mais désolé si j'ai zappé une. En tout cas, je tiens à vous remercier pour vos retours. C'est très intéressant. Boukalfa, Oui. c'est Laurent là. Oui. Je comprends que tu vas rejoindre le groupe qui est géré par Youn, si j'ai bien compris. Moi, oui, Youn et un petit peu ce qui est fait aussi David et tout, ça m'intéresse, même côté machine learning, mais je vais essayer comment de basculer sur le temps que il m'a été affectué, de essayer de regarder un petit peu. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup de chantiers, mais beaucoup avec Youn aussi, oui. Ok. Et est-ce que tu as quelque part listé les points spécifiques sur lesquels tu aurais besoin de feedback? Ah oui. Mais d'ailleurs, Tu les as partagés, ça? pour l'instant, il y a un petit rapport, mais je vais le relire et bien le rédiger. Mais j'aimerais d'abord échanger sur le modèle, sur la méthodologie dans le chantier de Youn, et ensuite on fera une petite synthèse qu'on pourra diffuser. Il n'y a pas de souci. Tac, ok, ça marche.